On a là quand même un biais tout à fait original, c'est de comparer le vécu dans un village en zone occupée et le vécu des habitants dans une ville de l'arrière, dans une ville de l'intérieur. Et je vous le rappelle, ça nous intéresse parce que c'est là que sont nés les liens entre les deux communes. Il faut savoir que ces liens, le souvenir de ces liens était beaucoup plus marqué, encore beaucoup plus présent dans la ville de Joigny-dans-Lyonne qu'il ne l'était dans le village de Joigny-sur-Meuse. Il faut savoir que le département de Lyon a été le 4e département à recevoir des réfugiés ardennais. On parle toujours de l'évacuation de la Seconde Guerre mondiale, mais il ne faut pas oublier que 90 000 Ardennais ont trouvé refuge à l'intérieur lors de la Première Guerre mondiale. Et Lyon fut le 4e département à recevoir les réfugiés ardennais. Également, les habitants de Joigny-dans-Lyon, en tout cas il y avait le souvenir que leurs grands-parents avaient envoyé aux habitants ardennais des colis après la Première Guerre mondiale. Voilà l'origine de ce projet qui a abouti à une belle exposition à Joigny-dans-Lyon, mais également à Joigny-sur-Meuse en novembre également dernier. Donc, et on continue aujourd'hui donc en présentant le sujet à un public ardennais un peu plus large que les habitants de Joigny-sur-Meuse. Le 5 août est formée par la municipalité une garde civile de 5 membres, chargée de surveiller les voies de communication. Et très vite, dans le village stationnent 20 hommes du 45e territorial, donc des territoriaux, des mobilisés plus âgés, chargés donc de surveiller donc les voies de communication, la Meuse, mais également la voie ferrée. Et voilà les premiers problèmes qui s'amoncellent pour le conseil municipal, car il faut les nourrir et ça pèse financièrement. D'autant plus qu'il y a 80 familles dont le père est parti pour la guerre, et il va falloir également les aider financièrement. D'où la nécessité de taper dans les réserves, si j'ose dire, en prenant 1500 francs qui auraient dû être réservés pour l'aménagement du cimetière. Le dernier mariage a lieu le 1er août 14 et le dernier conseil se tient le 20 août 1914. Et il n'y a plus que la moitié des membres présents, puisque 3 sont mobilisés et 3 sont partis, comme on disait, se réfugier à l'intérieur. On les appelle, d'un mot qui pèse beaucoup quand même dans l'histoire de France, les émigrés. Hein, ça nous renvoie donc, vous le savez, à un épisode de notre histoire qui n'est pas, je veux dire, valorisant. Et le beau pont construit en 1898 est démoli par les artificiers français le 26 août, puisque, vous le savez, la troupe allemande avance, elle a pénétré par la pointe de Givet et bientôt par l'atterrage dans le département. On essaye, on tente de la retenir, on va ralentir un peu le mouvement, mais certains disent que c'était une des conditions d'ailleurs de notre victoire sur la Marne, sur la rive droite de la Meuse, mais ça n'empêchera pas tout de même les Allemands de percer la Meuse, d'avancer vers le sud du département et de l'occuper entièrement le 3 septembre. Les premiers Allemands que les gens de Joigny aperçoivent, ce sont des Uhlans. Ah, je ne dis pas tout de suite ce que peut évoquer chez la population l'arrivée de Uhlans qui renvoie au souvenir de 1870. Les témoignages, les 2 témoignages disent la même chose, oui. On a vu arriver, les Uhlans c'est les éclaireurs, on a vu arriver 3 Uhlans à l'entrée du village et ils sont aussitôt repartis. Vous savez, ce que les Allemands craignaient le plus, et c'était le souvenir de 1870, c'était les francs-tireurs. Je vous lis le témoignage d'Irénée Birollet sur donc, ce mois d'août et le moment où on apprend donc la guerre est déclarée. Notre maison n'était pas très loin de la place du village. Et comme c'était la fête de la Sainte-Anne, nous admirions les manèges de nos fenêtres. Le matin du 3 août, ma mère nous a dit que les manèges étaient démontés et qu'il n'y aurait pas de fête car la guerre était déclarée. Mon oncle, Henri, était parti à pied à 2 heures du matin
avec M. Charles Merveille, qui était le directeur de la plus grande boulonnerie du village. C'était la mobilisation générale. 4 jours plus tard, mon père partait pour la guerre, au fond, ainsi que notre califat du cheval. Alors, nous sommes montés à la ferme pour y vivre, avec les grands-parents et la tante. Et là, c'est la formation de la garde civile. Et cette carte illustre la peur que pouvait avoir la population en voyant ces mulans. C'est non seulement un souvenir de 1870, des atrocités qui avaient déjà été commises, mais c'est également aussi, ça éveille ce qui s'est passé en Belgique. Et que tous les réfugiés belges, en passant par le département, ont rapporté l'incendie de Louvain, l'incendie de Dinan, les massacres de population. Donc, il y a une peur qui est très compréhensible. Alors, en France libre, la vie à Joigny dans l'Yonne, très vite, la commune, la municipalité et les habitants s'organisent. Et encore aujourd'hui, j'ai bien vu ce qui finalement restait de cette vie pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'épisode de l'accueil des soldats blessés, qu'ils soient français et allemands, qui a véritablement mobilisé la ville et sa population. Donc la mobilisation sanitaire, ça va être, même si, bien sûr, comme les autres villes, les villages de la France libre, de la France intérieure, vous savez que cette guerre, cette Première Guerre mondiale, on l'appelle une guerre totale. Elle va mobiliser toutes les forces humaines, économiques, techniques et industrielles pour pouvoir remporter le conflit. Et voilà ce qu'écrit dans le journal du Bourguignon le 18 septembre 14. Samedi et dimanche, 3 bateaux de blessés militaires. Oui, il faut le savoir, que une grande partie des morts de la Première Guerre mondiale ont eu lieu pendant la guerre de mouvement, d'août à décembre 14. On peut parler après des offensives en outrance, mais c'est pas le problème, j'ai pas mis le temps, mais à Joigny, la moitié des morts, à Joigny dans l'Yonne d'ailleurs, comme je l'avais dit, la moitié des morts, c'est pendant la guerre de mouvement de septembre à décembre 14. Et les 3 hôpitaux auxiliaires vont être installés dans les établissements scolaires et les enseignants reconvertis en infirmières. Alors vous voyez ici l'hôpital civil qui est finalement mis à la disposition des militaires. La vie quotidienne à Joigny dans l'Yonne n'est pas celle de Joigny-sur-Meuse qui est en zone occupée comme vous le savez. Néanmoins, comme dans le reste de la France, la vie quotidienne est difficile. À partir de 1915, le pain est rationné. Puis en 1916, la situation s'aggrave encore et le marché noir se développe. En 1917, il est décidé d'envoyer donc les bêtes de boucherie, non plus pour nourrir la population, mais pour nourrir les soldats vers le front. La farine est rare, les tickets de rationnement, donc une situation de difficulté de la vie quotidienne, de pénurie qu'on connaît sur l'ensemble du territoire national. De ce moment, papa est à Joigny, mener de l'avoine pour la réquisition. Il n'y a pas moyen, il faut en fournir. Nous en avons fait 10 sacs avec ta mère. Chacun 5 sacs. Les quêtes de la Croix-Rouge pour les blessés. C'est le comité de la Croix-Rouge de Joigny qui viendra le vin à la mairie. Chacun portera ce qu'il voudra. Il demande argent, beurre, lait, œufs, légumes, volailles, lapins, vin, conserve, confiture, fruits et ce qu'on veut. Chaque maison a sa feuille avec la signature du maire, le cachet de la mairie. Il faut qu'on s'inscrive ce qu'on veut donner. Ta mère donnera 20 sous et moi aussi je donnerai un lapin. Conseil municipal, il y aura en tout 27 délibérations du conseil, 27 séances du conseil municipal pendant les 48 mois, ce qui fait peu finalement. Alors, je l'appelle les archives froides, alors c'est vraiment factuel. Il n'y a aucun jugement, aucune information, je veux dire, sur la guerre qui est en train de se dérouler, sinon ce qui est nécessaire pour, dans la relation avec l'occupant et par rapport à la demande des habitants. Alors, une politique, on peut dire, de terreur et de soumission de la population à l'ordre de l'occupant, à l'ordre des armées. Néanmoins, l'occupant
permet un enseignement qui, d'ailleurs donné par l'ancienne institutrice, Mademoiselle Desté, qui est restée au village, qui est en même temps secrétaire de mairie, pour éviter que les enfants ne soient dans la rue. Bien sûr, les réquisitions forcées, le travail. Il faut femmes, enfants à partir de 16 ans, et les hommes. Bien sûr, les hommes en âge de partir à l'armée sont considérés comme des prisonniers civils, n'est-ce pas? Donc mobilisables, et corvéables, je dirais, à merci. Bon, il y a très peu de différence finalement avec les femmes et les enfants en âge de travailler. Il y a le rassemblement à Joigny, les gens s'en souviennent, devant la commandature, où est installé le fameux commandant, lui qui a laissé une réputation détestable, qui est resté dans la mémoire collective. C'est le seul Allemand peut-être qui est resté dans la mémoire collective pendant la Première Guerre mondiale au village, pour aller les soins, pour aller récolter, pour labourer, pour aller décharger les péniches. Alors, la population est réduite un peu, on peut le dire, en esclaves, et envoyée même en dehors du village sous forme de commandos, hommes comme femmes. À Monthermé, les hommes en Monthermé, des femmes également dans les glaces noires, ou même plus loin. Alors, de Joigny, que reste-t-il comme... il reste ces photographies, enfin ces images, ces photos, que les gens ont conservées, sans qu'on savoir d'où elles venaient. Mais ce sont des photos qui ont été réalisées par l'occupant, vu qu'on n'avait pas le droit de détenir d'appareil photo, ni de TSF, vous le savez bien. Tout était interdit à la population pour éviter qu'elle puisse communiquer avec l'extérieur, hein, ou avec même des espions, parce qu'il y avait la crainte également des espions. Alors vous voyez ces rassemblements de femmes, les enfants là qui reviennent d'avoir récolté des glands, ou ils pouvaient récolter des fruits sauvages, les orties également pour faire du textile, vous le savez. Là c'est vraiment une photo devant le pont de propagande, je veux dire. C'est un travail, on pourrait dire, d'ethnographe pour mettre en avant les beautés du village, mais qui est loin de la réalité de l'occupation.